Toute actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Nicolas Sarkozy en héros du Sarkoton pour aider l'UMP à éviter la faillite. Mais il ne s'agirait pas encore de son vrai retour malgré un discours très politique. Les gens du voyage accusent Christian Estrosi de déshonorer la République. Le député maire de Nice propose son mot d'emploi pour mater ceux qui occupent illégalement les terrains. Débat ouvert dans le 19h sur un sujet délicat propice aux amalgames avec nos invités. Coup d'envoi, comme prévu, des négociations sur le libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Parmi les points de friction, l'agriculture. Qu'en sera-t-il en Europe? Des OGM ou des poulets traités à la javel? Il n'était pas réapparu à l'UMP depuis 2007, mais ses supporters devront patienter encore avant de le voir faire sa véritable rentrée politique. Nicolas Sarkozy a précisé dans l'après-midi sur Twitter: le jour où je reprendrai la parole, ce sera pour parler aux Français de la France, au siège de l'UMP, en tous les cas tout à l'heure, où le bureau politique extraordinaire était consacré aux finances dans le rouge du parti. Le discours a été très politique de l'ancien chef de l'État. Nous retrouvons sur place Marie Brémaud. Marie. Oui, Michel, Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé sont sortis il y a une demi-heure environ, ensemble et tout sourire. Nicolas Sarkozy qui a pris le temps d'aller saluer les militants présents qui l'attendaient sous une chaleur accablante. François Fillon, quant à lui, est sorti plus discrètement, assez rapidement, sans dire un mot, entouré de ses lieutenants. François Fillon qui avait échangé une poignée de main glaciale avec Jean-François Copé avant la réunion. Une réunion qui a duré environ 3/4 d'heure et visiblement le discours de Nicolas Sarkozy a séduit. Ces mots ont remotivé les troupes. On écoute quelques réactions. Jean-Claude Gaudin et Monsieur Longuet. Il est toujours le meilleur. Il nous a parlé de ce qu'il aime, la France, de son expérience et du rôle que l'UMP doit jouer d'équilibre. La France a besoin de l'UMP et cette décision ne doit pas priver les Français d'une grande force politique. Un discours rassembleur, mais aussi et surtout très politique. L'ancien président de la République a parlé d'Europe, il a parlé de la crise. Et comme nous l'a confié à l'issue de la réunion, le député de Paris, Pierre Lellouche, ce n'est pas encore l'heure de la présidentielle, mais ça y ressemble. D'ailleurs, les militants qui étaient présents ici scandaient « Hollande, t'es foutu, Sarkozy est de retour ». Merci Marie Brémaud. Avec nous Christian Cambon, sénateur UMP du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir. De retour justement à l'instant de ce bureau politique extraordinaire à l'UMP, vous avez senti également une ambiance présidentielle? Non, il y avait une ambiance forte, car le message de Nicolas Sarkozy s'adressait aux parlementaires qu'il n'avait plus revus depuis la défaite. Je crois que c'était pas du tout un message, comme on l'avait prétendu, de retour sur la scène en vue d'une candidature. Enfin, c'était pas du tout le sens du message. Il y avait de la solidarité avec les difficultés que rencontre l'UMP. C'est quand même un gros coup qui nous tombe sur la tête. Vous avez préparé votre chèque vous-même? Je vais le préparer. Je vais le préparer. Et vous savez, on vous a demandé un montant minimum comme parlementaire? On sait à peu près ce qu'il faut donner, oui. Oui, vous pouvez nous dire, je ne sais pas. Oh ben, je peux le dire, oui, c'est pas moins de 2000 €. Ah, d'accord. Ce qui est la moindre des choses pour se solidariser vis-à-il d'un mouvement qui vient de faire quand même l'objet d'une décision qui est très lourde à porter. Mais on l'a vu, d'ailleurs Nicolas Sarkozy lui-même l'a signifié sur Twitter, il a élargi son discours au-delà des questions de financement. Il a évoqué, on l'a dit, la compétitivité, il a regretté par exemple le principe de précaution. Il a été très critique sur l'Europe actuelle, sur ses compétences notamment. Je pense qu'il a d'abord fait part de son inquiétude sur la crise, l'inquiétude que rencontre la France, et il a demandé d'être tous unis, parce que franchement les discours politiciens n'ont pas grand-chose à faire avec les difficultés que vivent les Français au quotidien. Et c'est vrai qu'il a apporté des pistes de réflexion sur l'Europe, notamment sur Schengen, sur l'immigration, sur un certain nombre de sujets qui sont quand même assez importants pour la suite. Alors si ce n'était pas son retour politique, il semble mûr quand même, hein? Je pense que le fait d'avoir été chef de l'État lui donne les moyens d'avoir une réflexion qui se poursuit. Bien sûr. L'ambiance, c'était vraiment l'union sacrée derrière l'ancien chef de l'État. Écoutez, j'ai trouvé que le moment c'était bien, ça se passait bien. Il y a eu un mot à la fin pour chacun. Il y avait Alain Juppé, il y avait François Fillon, il y avait Jean-François Copé, bien sûr. Je pense que c'était la réunion d'une famille qui est en difficulté et tout le monde était autour de ses responsables pour faire face. D'ores et déjà, vous n'avez pas l'impression qu'il étouffe les ambitions internes qui se placent en travers de la sienne? Vous dites François Fillon était là, mais on pense à lui.
par exemple. Vous savez, 2017, c'est une éternité en politique. Personne ne sait ce qui se passera. Nicolas Sarkozy fait partie du paysage, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été président de la République, il assume cette charge. Et d'ancien président de la République, il a dit qu'il aurait sûrement à parler aux Français le moment venu. Le moment n'est pas encore venu. Très bien, merci Christian Cambon. Vous restez avec nous puisque nous allons aborder avec vous dans un instant le problème des gens du voyage après la polémique soulevée par les propos du député maire UMP de Nice, Christian Estrosi. Ce nouveau coup de théâtre aujourd'hui dans le domaine de la justice au procès pétrole irakien contre nourriture, le tribunal correctionnel de Paris relaxe finalement tous les prévenus, dont le groupe Total. Charles Pasqua se félicite que la justice reconnaisse son innocence après 8 ans d'instruction qui avait été menée à l'époque par Philippe Courroy avant qu'il devienne procureur et 1 mois de procès. Le parquet a 10 jours pour faire appel. Le contexte est troublé par les révélations sur l'espionnage américain, mais le coup d'envoi des négociations est donné à la date prévue. Les États-Unis et l'Europe discutent donc à Washington de la création d'une zone de libre-échange qui verrait disparaître toutes les barrières douanières et surtout réglementaires. Un gain économique est espéré de chaque côté de l'Atlantique, mais la question de l'agriculture pourrait être un des principaux points de friction tant son approche diffère. Julie Hulin. Un monde agricole sur le qui-vive. Le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, présenté comme un moteur de croissance, inquiète les agriculteurs français qui redoutent une concurrence sauvage. Pourtant, de chaque côté de l'Atlantique, les enjeux sont réels. L'Europe souhaiterait imposer ses appellations d'origine et faire baisser des droits de douane très importants qui limitent les exportations. Les Américains aimeraient eux voir rentrer en Europe tous leurs produits, le blé OGM, le bœuf aux hormones et le poulet chloré. Dans mon esprit, il y a une ligne rouge. Je ne pense pas qu'on puisse lâcher sur ces points qui sont vraiment des problèmes sanitaires. On considère que les OGM et le bœuf aux hormones, dans le cadre des recherches aujourd'hui, représentent un risque. Le poulet chloré, c'est peut-être neutre, mais ça semble dans l'esprit difficile de chlorer un animal avant de le manger, si vous voulez. C'est pourtant l'objet même de ces négociations, éliminer les restrictions qui freinent les échanges entre la première économie mondiale et son principal partenaire commercial. Si la Commission jure qu'elle ne cédera pas sur les normes sanitaires, l'enjeu se situe peut-être ailleurs. L'intérêt, il est autre qu'agricole. L'agriculture a souvent été une monnaie d'échange pour obtenir des avancées, des levées de blocage sur le plan industriel. Pouvoir vendre peut-être plus d'avions Airbus aux États-Unis. C'est ce que redoute le monde agricole européen. Les négociateurs visent un délai moyen de 2 ans pour parvenir à un accord, à raison d'une rencontre tous les 2 mois. Alors que les syndicats, notamment FO et la CGT, préparent une manifestation à la rentrée contre la réforme des retraites, l'aile gauche du PS appelle à son report. La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann, rencontrée il y a un instant par Nathalie Guillouard. Nous pensons que cette réforme est inutile et inopportune. Inutile pourquoi? Parce que s'il y a un déficit des retraites, c'est essentiellement parce qu'on n'a pas de croissance. Donc ce n'est pas un déficit structurel important, c'est un déficit qu'on appelle conjoncturel, lié à cette faible croissance. Donc on ne va pas remettre à plat complètement notre système de retraite et faire des reculs sociaux au motif d'un déficit qui n'est que lié au fait qu'il n'y a pas de politique de croissance. Mais Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, poursuit la négociation avec les syndicats qui avaient été reçus, vous le savez, il y a quelques jours à Matignon sur cette question cruciale de la réforme des retraites. Faire participer les habitants des banlieues à la définition de la politique mise en œuvre dans les quartiers. Cette idée figure parmi les propositions d'un rapport qui a été remis aujourd'hui au ministre de la Ville, François Lamy. Cécile Sixou. Clientéliste, inégalitaire, opaque, la réserve parlementaire souvent décriée pourrait redorer son image. Le rapport remis ce matin au ministre de la Ville propose d'en utiliser une partie pour financer des projets de démocratie participative en banlieue. Pourquoi on a pensé à la réserve parlementaire? Parce que c'est un fonds qui est très contesté aujourd'hui, dont l'utilisation reste totalement opaque. Et donc il nous semble que autant aller au-delà de cette opacité. Pourquoi ne pas mettre en place un dispositif qui ferait que l'allocation d'aide, de financement serait discutée, serait transparent, ferait l'objet d'évaluation? Actuellement de 150 millions d'euros, l'idée serait de ponctionner 10% de ce pactole, soit 15 millions d'euros, qui seraient ensuite redistribués à des associations par une haute autorité indépendante. Un premier pas, mais pas suffisant pour les associations. Nous, on estime qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que
ces 10% de la réserve parlementaire ne suffiront pas à avoir la totalité du financement nécessaire. Il faut retravailler sur d'autres hypothèses, notamment peut-être mettre à contribution les grosses entreprises, les banques, les assurances, un peu sur le type du 1% patronal. Pas sûr que les parlementaires soient tous d'accord pour donner une partie de cette cagnotte qui sert souvent des projets locaux, loin des problèmes des banlieues. Le pape François fustige sur l'île italienne de Lampedusa l'indifférence du monde face à la mort de centaines de migrants venus d'Afrique. La culture du bien-être nous rend insensibles aux cris d'autrui, a déploré le pape lors de cette visite sans précédent qui était aussi sa première sortie hors de Rome. 45 migrants sont morts au cours des 6 premiers mois de l'année en tentant de gagner cette île sicilienne. En arrière-plan du pape qui a présidé une messe, évidemment, on pouvait apercevoir des épaves d'embarcations de fortune. Le député maire UMP de Nice déclenche la polémique en attaquant les gens du voyage. La gauche et les associations lui reprochent une surenchère nauséabonde, surtout après des propos sur place de Jean-Marie Le Pen à Nice. La confusion est entretenue sur des situations bien différentes entre gens du voyage, Français en manque de terrain d'accueil, ou Roms, étrangers évacués de force de leur bidonville. Flora Sauvage s'est rendue à Rosny-sous-Bois aujourd'hui où ces deux situations cohabitent. Depuis plusieurs mois, une centaine de Roms campent illégalement sur ce terrain de Rosny-sous-Bois. Le tribunal a décidé d'évacuer le camp en décembre 2012, mais l'État tarde à intervenir. À la mairie, on regrette que la préfecture n'applique pas la décision de justice. Aujourd'hui, les maires sont dans l'incapacité d'agir si l'État ne leur prête pas main forte. Le maire requiert le concours de la force publique auprès du préfet. Et c'est la police nationale, sur ordre du préfet, qui, elle seule, peut procéder à l'évacuation de ces populations. Mais les maires des communes de plus de 5000 habitants ont l'obligation de créer des aires de stationnement pour les gens du voyage. Des gens du voyage vivaient ici depuis longtemps. La mairie de Rosny-sous-Bois a donc choisi de construire 57 pavillons avec 10 aires d'accueil pour des caravanes afin de les sédentariser. Il faut savoir que pendant des décennies, ils ont vécu sur des terrains insalubres, sans assainissement, sans arrivée d'eau, sans arrivée d'électricité. Nous avons donc voulu vraiment qu'ils aient une vie digne du 21e siècle, c'est-à-dire avec le confort comme tout le monde doit l'avoir. Cette jeune femme regrette l'amalgame qui est fait entre Roms et gens du voyage. On nous met dans le même sac et c'est écœurant parce qu'on n'est pas des Roms. On est civilisés, hein, on est sédentaires, nos enfants sont scolarisés. Moi, j'ai un travail, toute ma famille, ils ont un travail. Aujourd'hui, on compte en France 400 000 gens du voyage qui sont pour la plupart français. Les Roms, de nationalité roumaine ou bulgare, représentent 15 000 personnes. Voilà donc pour ce reportage très éclairant à Rosny-sous-Bois, reportage de Flora Sauvage avec Quentin Calmet. Avec nous sur ce plateau, Aline Archimbaud, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Seine-Saint-Denis. Avec nous Christian Cambon, qu'on a déjà entendu il y a un instant, sénateur UMP du Val-de-Marne et maire également de la commune de Saint-Maurice. Et avec nous également Louis de Gouillon-Matignon, bonsoir. Vous êtes président de l'association de défense de la culture tzigane et à 21 ans, alors vous êtes l'auteur d'un dictionnaire tzigane. Pour vous, c'est une cause qui vous est chère. Bien sûr, c'est une cause qui est très importante pour moi, dans la mesure où aujourd'hui, les gens du voyage, qui sont 450 000 citoyens français, véhiculent une culture très forte et très riche. Comment est-ce que vous-même, vous avez été en contact avec cette culture tzigane ? Grâce à la musique, grâce à Django Reinhardt, le guitariste français, inventeur du jazz manouche, et en allant vivre avec ces gens-là, en faisant leur métier, en apprenant leur langue, en étant en totale immersion avec eux. Vous avez été motivé par votre goût de la découverte, donc, hein, c'est cela. C'est ça. Voilà. Bon, vous y avez trouvé des choses qu'on ignore, nous, qu'on ne soupçonne pas. Bien sûr, une grande richesse, un accueil, une générosité, un respect porté aux personnes âgées, un respect porté aux défunts, une langue, une tradition du respect. Vraiment beaucoup de choses qui font aujourd'hui la culture des gens du voyage et qui font une culture très forte et très riche. Et par ailleurs, je précise que vous êtes toujours étudiant aujourd'hui, hein, c'est cela? Je suis étudiant en droit. En droit. Voilà, très bien. Alors, Christian Cambon, les maires, vous en êtes un, les maires se sont vus proposer un mode d'emploi pour mater les gens du voyage qui s'installent illégalement sur des terrains. Est-ce que la méthode Estrosi vous intéresse ? Écoutez, sincèrement, je ne me retrouve pas exactement dans ces propos. Je vous le dis, je pense que nous sommes confrontés, nous les maires, à un problème très difficile qu'il convient de régler collectivement et non pas mettre en place un système de répression qui de toute façon a montré son inefficacité. Vous pouvez mettre des caméras, vous pouvez mettre des pierres, des barrières. Nous avons affaire à une réalité, ce sont des femmes et des hommes, ils doivent être respectés. Bien évidemment, la loi s'applique aussi à eux.
Et je comprends aussi le trouble, la difficulté des maires qui brusquement voient arriver 50, 100, 200 caravanes sur un endroit qui n'est pas spécialement prévu. En l'occurrence, je crois que du reste qu'à Nice, il s'agissait d'un terrain de sport. Donc, alors la loi s'applique aussi aux maires qui doivent prévoir des aires d'accueil. Mais vous estimez que le phénomène les dépasse par moment? La loi est absolument mal faite. Écoutez, moi je suis maire de Saint-Maurice, une ville de 16 000 habitants, et j'ai comme responsabilité de réaliser 2 places pour accueillir des gens du voyage. Avez-vous déjà vu des gens du voyage se déplacer 2 par 2? Ça n'existe pas. Et je crois que la loi de juillet 2000 doit être réformée et qu'il faut notamment au niveau des grandes métropoles, on a eu un texte qui a été en discussion, j'ai déposé un amendement pour que la métropole, et notamment la métropole parisienne qui va naître, devienne compétente. Quelle est cette compétence? L'idée, c'est pas de refiler la responsabilité aux uns et aux autres. L'idée, c'est de régler le problème collectivement et d'assurer à ces gens une aire de stationnement ou d'habitation avec les écoles qui vont avec, et non pas, comme l'a fait monsieur le maire de Paris, l'installer dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes, ce qui est un véritable scandale, car les bois de Vincennes et de Boulogne ne sont pas faits pour les gens du voyage, pas plus que pour les restaurants ou pas plus que pour ce genre d'activité. C'est fait pour se promener et prendre l'air. Et donc je pense qu'il faut que nous réglions ça au niveau des grandes métropoles. Alors Aline Archambault, quelle est votre réaction d'abord au propos de Christian Estrosi, qui n'est pas du tout soutenu, on peut le dire, par sa famille politique, hein. Personne n'a volé à son secours jusqu'à présent. Je suis moi-même profondément consternée et révoltée par les propos de M. Sarkozy, qui sont de M. Estrosi, excusez-moi. Vous y voyez un parallèle peut-être? Et ce sont des déclarations ouvertement racistes, anti-laïques également. Dans une course. Là, vous faites allusion à ce qu'il a dit sur l'islam. Voilà, parce qu'il n'était pas compatible avec la République. Un amalgame savamment entretenu entre des populations différentes. Les gens du voyage qui sont des Français, avec un mode de vie nomade, tout à fait respectable. Les Roms, qui sont pour la plupart des concitoyens européens, roumains et bulgares, dans un statut d'immigrés précaires. Et puis les musulmans, deuxième communauté de France. Cet amalgame savamment entretenu cherche un bouc émissaire en fait, à désigner à nos concitoyens l'étranger. L'étranger est dans une période de crise sociale, économique extrêmement grave, dans laquelle, c'est vrai, nos concitoyens sont très inquiets, désemparés devant le chômage. Cibler comme ça entre guillemets des ennemis, c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai peur et je suis inquiète. Monsieur Estrosi est vice-président de l'UMP. Enfin, écoutez, sur cette affaire, je crois qu'il ne faut pas en faire une affaire hors de proportion. Ce sont des déclarations de Christian Estrosi, qui est bien connu pour avoir un langage direct. Ceci posé, encore une fois, je pense Il pense bien sûr à sa réélection municipale dans une ville où le vote national est très important. Si je puis me permettre, aujourd'hui, je crois qu'on souffre de l'atonie du débat politique contemporain concernant ces questions-là. Monsieur le sénateur-maire, avec lequel j'ai l'habitude de débattre sur ces questions-là, je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Je trouve que ces propos ont été très graves. Je trouve qu'ils engagent, si vous voulez, le respect et l'image de 450 000 de nos concitoyens français. Moi, je n'accepte pas qu'un représentant de l'État qui était un ancien ministre, aujourd'hui député-maire, tienne ce genre de propos. Si vous voulez, on est dans une espèce de rideau de fumée. J'ai dit que je ne me reconnaissais pas dans ces propos et je pense qu'il faut simplement mettre le sujet autour de la table et en discuter pour essayer d'élaborer des solutions qui sont viables. Actuellement, la loi de juillet 2000 ne permet à aucun maire de régler ce problème et on a la situation qui vient d'être décrite, c'est-à-dire des gens qui ont l'air d'être refoulés d'un endroit à un autre. Moi, j'en vois qui campent dans le bois de Vincennes, sur le bord du lac Daumesnil, dans des conditions inhumaines. Et donc, vous faites référence à la population rome. Et je répète mais moi, les Roms et les gens du voyage, je pense bien sûr qu'il y a une distinction. Nous ne parlons pas de la loi et de ce qu'elle prévoit, nous parlons des discours et des propos qui ont été tenus par un homme politique, un homme public qui aujourd'hui représente votre famille politique. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas tolérer ce genre de propos des propos stigmatisants et xénophobes. Expliquez-nous. Donc, parlons donc des gens du voyage. On aura un mot sur les Roms. Je tiens à revenir sur je pense que c'est important aussi. De quoi? De dissocier un mot sur les Roms. Bien sûr, non, mais si on dissocie déjà les gens du voyage, leur mode de vie. Je tiens à revenir sur cet amalgame abstru qui existe. Aujourd'hui, les gens du voyage sont des citoyens français. Ce sont des gens qui votent, ce sont des gens qui ont des cartes d'identité, qui sont nés en France. Ils ont un livret d'ailleurs. D'ailleurs, le groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat a voulu supprimer ce livret
fait sans succès il y a quelque temps. Hein. C'est une espèce de passe-droit en quelque sorte. Une espèce de passeport intérieur. Un passeport qui leur intérieur. C'est ça, une espèce de passeport qui date de 1969. C'est un document administratif et qui donc justifie du caractère nomade, si je puis dire, de nos concitoyens. C'est une mesure totalement illégale, je trouve, à mon sens, dans la mesure où aujourd'hui en France, les citoyens bénéficient de la libre circulation, de la liberté de stationner. Et pour revenir donc sur cette distinction, ils se déplacent en général entre les périodes. En nombre, parce que l'un des problèmes, comme le dit le maire ici présent, c'est leur arrivée massive dans une commune. Cela dépend. En général, pendant les périodes d'été, pendant les périodes d'été en général. Tout le monde sait très bien que ce sont des gens qui se déplacent en groupe. Du reste, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est leur manière de vivre. On a le droit de la respecter. Et il faut simplement admettre qu'elle peut aussi poser des problèmes aux maires et aux populations environnantes. C'est pour ça que je dis que le texte de loi tel qu'il existe à l'heure actuelle est un texte de loi qui ne règle aucun problème, aucun. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement donner les compétences aux communautés d'agglomération, aux métropoles. Ne justifie pas les propos tenus par M. Estrosi. Mais écoutez, monsieur de Matignon, vous avez été collaborateur d'un sénateur UMP. Et pourtant, qui a l'honneur de s'occuper des gens du voyage. Tout à fait. Donc ça montre que l'UMP, c'est un intérêt de cette formation, c'est que plusieurs opinions puissent s'exprimer. Moi, je n'exprime pas. Moi, je n'exprime pas de solidarité vis-à-vis des propos de M. Estrosi. Il les assume lui-même. Et encore une fois, on connaît bien la problématique qu'il met en avant. Je dis simplement, il ne faut pas non plus tomber dans un excès inverse qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un véritable problème que la loi ne règle pas. Alors, sur ce point-là, Madame Archambault. La loi ne règle pas tout, mais la loi elle-même, y compris concernant les gens du voyage, n'a pas toujours été appliquée par un certain nombre d'élus, vous le savez bien. Ensuite, effectivement, il y a à la fois la situation des gens du voyage, dont il faut s'occuper, et j'entends ce que vous dites. Il y a la situation des Roms, qui sont des concitoyens européens. Autour de 15 000, hein. Sur toute la France, entre 15 à 20 000. C'est ça. Entre 15 à 20 000. Ce sont pour la plupart des citoyens européens, roumains et bulgares. Et j'étais intervenue il y a quelques mois au Sénat pour proposer qu'on leur reconnaisse au moins le droit de travailler comme aux autres concitoyens européens. Ils l'ont en partie. Très peu. Très peu. Il y a des professions qui leur sont ouvertes désormais. Mais c'est encore très peu. Si on leur ouvre totalement le marché du travail en 2014. Et là, il y a un débat. Oui. Parce qu'il bénéficie pour l'instant d'un régime transitoire. Alors qu'en dites-vous ? Il est quand même, ça me paraît assez dangereux de maintenir toute une population dans une situation d'écart du travail, enfin de les laisser en fait dans l'illégalité. C'est très difficile pour eux aujourd'hui d'avoir un travail légal. Et d'autre part, moi je constate que ces populations, mais comme les gens du voyage, et puisque M. Estrosi a fait l'amalgame comme la communauté musulmane en France, sont pour la plupart des gens qui veulent ici travailler en paix, vivre en paix, élever leurs enfants. Et dans la période qu'on connaît aujourd'hui, encore une fois, qui est une période très difficile pour nos concitoyens, un homme politique, un responsable politique doit rassembler, doit apaiser, doit unir. Il ne doit pas jeter de l'huile sur le feu. Enfin, et là, c'est exactement le contraire qui est fait. J'entends les ouvertures que vous faites, mais en même temps, il faut condamner ces propos. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut condamner ces propos, parce qu'on entre dans une spirale très dangereuse. Je pense que la condamnation des propos, c'est une chose, mais qu'il est absolument nécessaire. Mais tout à fait, encore une fois, je le redis. Mais je pense aussi que la responsabilité des élus, c'est de ne pas donner de mauvais signes. Or, les mauvais signes, lorsqu'on laisse entendre à ces populations que, par exemple, elles vont avoir la possibilité d'exercer librement tout travail en France. Je pense que c'est un mauvais signe qui est donné. Ça laisse à croire que la situation en France le permet. Or, nous sommes à 3,5 millions de chômeurs. Il faut arrêter de prendre des mesures, si vous voulez, qui sont mal comprises, interprétées et qui ne vont pas dans le sens du règlement de ce problème. Vous savez bien que le problème n'est pas là, c'est 20 000 personnes en France. Vous enlevez les enfants et les personnes âgées, c'est pas ça qui va régler malheureusement le problème de 4 millions de chômeurs. Donc il y a bien une stigmatisation, il y a bien des préjugés racistes qui sont entretenus. Ou si on la ferme, là il y a un débat. En France, nos concitoyens allemands, italiens, luxembourgeois peuvent travailler. Ils ont les mêmes droits, ni plus ni moins que les Français, on est bien d'accord, mais c'est pas 20 000 personnes qui vont mettre en péril. Pour revenir sur les propos juste de M. Estrosi, et pour revenir aussi sur les propos de Jean-Marie Le Pen,
qui ont voulu, si vous voulez, créer une espèce de rideau de fumée. Moi, je souffre, si vous voulez... Vous avez parlé d'un problème urticant et odorant. Si vous voulez, c'est classique au Front National. C'est le jeu classique des petites phrases pour faire parler au cœur de l'été. Bien sûr, mais ça commence à devenir assez répétitif et assez dangereux. C'est pour ça que je fais partie des gens Surtout à quelques mois des élections municipales. Je le rappelle que nous sommes à quelques mois des élections municipales. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre, si vous voulez, pour flatter un quelconque électorat, d'entendre ce genre de phrases. Alors, pour Monsieur Bouillon-Matignon, est-ce que vous faites, je sais pas, une différence entre les gens du voyage et les Roms? Bien sûr, c'est une distinction fondamentale que je me dois de répéter aujourd'hui sur ce plateau. Pour les opposer. Non, pas pour les opposer, mais pour faire comprendre bien les deux cultures qui sont différentes et surtout les deux populations qui sont différentes. Les gens du voyage sont des citoyens français. Alors que les Roms sont des citoyens européens qui ont pour la majorité la nationalité soit roumaine, soit bulgare. Oui. Et aujourd'hui, dans la mesure où la majorité des Roms migrants en France, ce sont des réfugiés économiques, dans la mesure où ils véhiculent une certaine image qui est aussi énormément véhiculée par les médias et aussi par les restes du politique, aujourd'hui on assiste à, si vous voulez, un phénomène où les politiques essayent d'associer l'image des Roms avec l'image des gens du voyage. Alors je ne suis pas à lancer l'anathème contre les gens du voyage, je suis à dire ceci: je veux que les gens du voyage, qui sont des concitoyens français itinérants, je le rappelle, soient respectés. Je n'accepte pas dans mon pays, dans une république, que M. Christian Estrosi tienne ce genre de propos et de débats désobligeants à l'encontre de 450 000 citoyens français. Raison de plus pour réformer cette loi et cesser de travailler sur un texte qui n'apporte aucune solution. Oui, mais il faut y être attentif, parce que si vous voulez, on crée ce genre de réflexe de refus, justement parce que la situation est invraisemblable. Quand un maire est confronté à 300 caravanes qui envahissent un stade de football, où il a des jeunes pendant les vacances qui ont besoin de jouer au foot, il faut aussi se mettre à sa place. Monsieur le sénateur maire, je vous trouve quand même un petit peu différent ce soir sur ce plateau. On a eu l'occasion de débattre beaucoup de fois. Je vous ai vu à Vincennes, lorsque vous aviez organisé une manifestation contre l'installation des gens du voyage et contre la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage. Et je trouve que votre position est assez ambiguë dans la mesure où elle a tendance à se mouvoir en fonction des situations. Allez, Alain Chabot, parce que Manuel Valls, lui, a poursuivi la politique d'expulsion des Roms qui sont installés. Comme jamais, comme ça n'était même pas au même rythme que son prédécesseur. Vous êtes un homme honnête, vous savez très bien, dans le cas de figure de Vincennes, il y a des bidonvilles qui sont démantelés, des camps qui sont démantelés très régulièrement. Amalgame leitmotiv avec les gens du voyage. Madame. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aux responsables du gouvernement. Il y a une circulaire qui a été édictée fin août 2012 et une circulaire signée par 9 ministres indiquant concernant nos concitoyens roumains bulgares, et notamment les Roms, qu'ils devaient avoir un accueil digne en France. Donc je maintiens cela, c'est la position défendue par le Premier ministre. Il faut en effet qu'elle soit appliquée. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est vrai que quand on a des expulsions brutales, on ne règle aucun problème. Qu'il s'agisse des gens du voyage, des Roms ou d'autres, on ne règle aucun problème. On le déplace de 200 mètres ou de 2 km. Voilà. Et les maires sont toujours en difficulté. La première chose à faire, c'est de dénoncer les discours, quel que soit ce qui les tienne, qui sont des discours, comme on a eu là, de la part de M. Estrosi, de haine, de division. Je vous assure, ça porte dans la population, c'est irresponsable. On ne va pas opposer les Roms, les gens du voyage, les musulmans, et qui encore? L'étranger, c'est l'étranger, mais enfin, c'est extrêmement grave. Du Nouvelops.com, le partenaire du 19h était celle-ci. Aujourd'hui, question qui vous a été posée sur Internet. Les municipalités font-elles assez pour accueillir les gens du voyage? Vous avez répondu non à hauteur de 65%. Voilà. Merci. Ils ont répondu oui. Oui, pardon, oui à 65%. Effectivement, je lisais oui. Vous voyez qu'on fait tout ce que l'on peut. Oui à 65%. Il faut les aider par des bons textes législatifs. Voilà. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Et je vous retrouve demain dès 18h pour Preuve par 3. Notre invitée sera la ministre des Sports, Valérie Fourneron, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir. Alors, cher Priant Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. Voilà, cette injure qui fait tant de mal, notamment aux jeunes qui découvrent leur sexualité. Je tiens à vous rassurer, cher Priant Jacob, j'assume, j'en suis fier
Malgré une longue tradition de bronca et de prise de bec, on est parfois surpris par certaines répliques entendues sur les bancs de l'Assemblée. Alors, s'agit-il d'une question d'âge ou de génération? L'alternance a-t-elle produit un nouveau style, voire de nouvelles techniques pour déstabiliser le ministre ou l'adversaire? Et comment se sont traduits dans les deux assemblées les récentes difficultés auxquelles a dû faire face le gouvernement? Cette semaine, nous habillons en tout bien, tout honneur, les trublions du Parlement. Déshabillons-les. Mercredi à 18h15 sur Public Sénat.